La faillite du Congo, en fait, c'est l'absence de la conscience nationale. L'absence totale de la conscience nationale. Sans conscience nationale, qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays de bien? Rien du tout. Donc, le pays est à l'état où il se trouve. Les gens sont pressés, ils voudraient faire du président un faiseur de miracles. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vous retrouve dans les cas de réflexion sur notre pays et je rentre des vacances où je suis allé passer 2 mois. Comme vous le savez, un enseignant profite toujours de ses vacances pour se ressourcer, pour régénérer les énergies afin de bien reprendre l'année scolaire. En fait, je suis de retour. Et ici, je vous dis tout de suite que je sortirai toujours de la barricade pour jeter la pierre à des demi-vérités, à des mensonges que les gens veulent ériger en vertu politique. En fait, en démocratie, il n'y a pas de mensonge. Il faut avoir le courage de ses opinions, les donner correctement et dénoncer ce qui ne va pas pour l'intérêt du peuple. En fait, aujourd'hui, notre thème s'intitule la grave faillite de la République. La grave faillite de la République du Congo nécessite un président vertébré. Ceci nous amène à nous poser la question dans quel état est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé le pays, a trouvé la nation. Ce pays a été trouvé, est encore dans le puits. Le président fait tous les efforts pour le remonter à la surface. Les gens habituellement, ils disent que le pays, c'est un pays qui n'a pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux, pas d'école. Moi, je vous dis un pays qui n'a même pas de toilettes publiques. Vous êtes dans des grandes villes du pays, comme Kinshasa, comme Lubumbashi, vous avez des camions qui roulent sur la route sans phare. Imaginez les dangers auxquels on expose la population, sans phare. Donc c'est un pays qui exige absolument que la loi s'impose, la primauté de la loi. C'est extrêmement important. Les changements que nous réclamons aujourd'hui, les plus grands changements, nous devions arriver par la force de la loi. Et la faillite du Congo, en fait, c'est l'absence de la conscience nationale, l'absence totale de la conscience nationale. Sans conscience nationale, qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays de bien? Rien du tout. Donc, le pays est à l'état où il se trouve. Les gens sont pressés, ils voudraient faire du président un faiseur de miracles. Ce qui n'a pas été fait pendant 32 ans du régime de Mobutu, ce qui n'a pas été fait pendant 18 ans du règne de Kabila, de la gouvernance de Kabila, les gens voudraient le voir dans 7 mois, dans 8 mois, dans 9 mois. Ils commencent à juger même quelqu'un dans 9 mois. 9 mois de présence du chef de l'État à la tête du pays, mais 7 mois sans gouvernement. On voudrait aujourd'hui qu'il fasse des miracles. Et c'est ainsi que je vous dis, si le chef de l'État n'avait pas usé de son réflexe politique, de son 6e sens, pour
commencer à poser des actes avec ce qui est à sa disposition, si il avait commis l'erreur d'attendre que tous les moyens soient rassemblés, ce sont ces gens-là qui l'auraient livré au peuple pour dire voilà, il n'a rien fait depuis qu'il est aux affaires, les gouverneurs n'est pas sorti, il n'a rien fait, mais voilà que l'homme les a eus avec le peu de moyens à sa disposition. Il s'est mis, il a ouvert des chantiers partout dans la République. C'est visible, tout le monde le voit, des maisons que l'on construit pour des militaires, des hôpitaux que l'on construit, des hôpitaux qu'on réfectionne, des écoles qu'on est en train de réfectionner. Les militaires qui étaient délaissés pour compte, en fait, dans leur camp, sans eau, tout a été rétabli. Alors, le président de la République les a surpris et qui voulait les surprendre. Et moi, j'imagine que ses adversaires politiques auraient souhaité que le président ne fasse rien pendant ces 7 mois. Comme ça, ils allaient le gifler avec ça. En fait, ces gens, à cause de leur manque d'honnêteté, à cause de leur manque d'esprit réellement démocratique, ils ont appelé le président protocolaire, président étiquette, président marionnette. Mais la marionnette libère les prisonniers politiques. La marionnette déclare la gratuité de l'enseignement. C'est la marionnette, en fait, qui supprime les cachots de l'ANR, là où les gens passaient des moments terribles. Il y en avait qui mouraient dans le cachot. Moi, j'ai déjà goûté ces cachots. La marionnette, en fait, qui est en train de permettre aux exilés politiques de regagner le pays, la patrie, c'est cela qu'on appelle la marionnette. Mais alors, qui est-ce qu'on pense être le vrai président? Donc, c'est tout simplement de la mauvaise foi qu'on ne sait pas expliquer. Donc, le président devra, comme lui-même le montre, il est un homme, un métal rare, un homme de marbre, un homme qui s'en fout de ce que les gens disent, mais qui est en train de poser des actes concrets, réels, pour le pays. Alors, je disais que dans quel état le pays a été trouvé? Dans le fond du gouffre. Aujourd'hui, le président est en train de faire tout pour le remonter à la surface. En fait, c'est ce qu'il fait. Et nous avons l'occasion aujourd'hui, parce qu'en fait, le gouvernement est sorti, quand nous n'étions pas là, pour pouvoir donner nos commentaires là-dessus. Le gouvernement est sorti, et ce gouvernement, il y a des commentaires dans tous les sens. Diverses opinions. Il y en a qui pensent que, voilà, c'est un gouvernement asymétrique. Bien sûr, asymétrique, il l'est. Et il y en a qui disent, voilà, 37 ans de lutte pour avoir 23 ministères, 23 postes ministériels. Les gens commentent dans tous les sens, c'est comme ils veulent. Mais ici, nous devons regarder les choses avec des yeux du droit constitutionnel et aussi des yeux politiques. Le président, c'est un homme respectueux de la loi. Il respecte la Constitution. Il ne pouvait pas ignorer la Constitution pour dire, écoutez, ils ont eu la majorité, moi je m'en fous de cela. Non, il respecte la Constitution parce que c'est ce que notre Constitution prévoit. Et si on faisait la cohabitation, moi je me demande ce qui serait arrivé. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la formule, en fait c'est du génie politique, arrivé à la formule de la coalition politique. Donc quand on regarde dans ce gouvernement, quand on veut l'analyser, qu'est-ce qu'on constate en fait? Le cash, c'est 2 partis politiques seulement, l'ULC et l'UDPS. Ils ont 23 postes dans le gouvernement. Le FCC, c'est une constellation de 326 partis, quelque chose dans ce sens-là. 326 partis politiques avec 42 postes ministériels. En faisant un tout petit calcul, on constate que les cash avec ces 2 partis politiques, un parti politique, on peut estimer qu'il a 17,5% des postes, alors que le FCC, c'est 0,1% des postes. Alors, qui a gagné plus? On va plus loin pour nous dire, écoutez, mais les postes, les ministères régaliens, le président ne les a pas. La défense, il ne l'a pas. Mais le ministre de la défense, le chef suprême de la défense, de l'armée, c'est le chef de l'État. Qu'est-ce que le ministre de la Défense peut faire en dehors du chef de l'État?
En plus de ça, il a un ministre délégué à la Défense. Le ministère de Finances, il est parti au FCC, c'est ce qu'ils disent, d'accord, mais les finances récoltent l'argent. Mais le budget est établi. Le budget qui définit les cadres de dépenses est entre les mains du chef de l'État. Le ministère de l'Intérieur est entre les mains de l'État. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter beaucoup là-dessus. Moi, je pense que le chef de l'État n'a pas perdu les réflexes de la lutte. Pendant les 7 mois, ne croyez pas qu'on croisait les bras. Pendant les 7 mois, le chef de l'État a lutté pour que nous puissions avoir cela. Le FCC était en droit de réclamer 80 ou 90% des postes ministériels dans le gouvernement parce que le FCC est le gagnant des élections parlementaires. Il a la majorité au Sénat, il a la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, il a la majorité dans les assemblées provinciales, il a la majorité même des gouvernements dans la République. Donc le FCC était en droit, on doit normalement suivre la loi, se conformer à la Constitution, le FCC devait réclamer 80... En fait, c'est ce qu'il réclamait. Il réclamait un peu dans cette proportion-là. Alors, le chef de l'État a bataillé très fort, il a lutté très fort pour que nous arrivions à avoir 23 postes ministériels dans ce gouvernement. C'est asymétrie, bien entendu, 23, 42, mais c'est quelque chose de bien qui a été obtenu par rapport à la situation politique dans le pays. En fait, je ne m'inquiète pas là-dessus. Alors, ce qui est le plus important ici, c'est que le CACH et le FCC tiennent à leurs engagements. Les politiciens du CACH et du FCC se comportent comme des hommes d'État. Les hommes d'État respectent leurs engagements. Au niveau du chef de l'État, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un homme des paroles. Quand il dit, il le fait. Alors, il faudra, en fait, que les politiciens qui ont toujours l'habitude de mettre de l'huile dans le feu puissent contrôler leurs ardeurs, de sorte qu'aujourd'hui, le peuple soit servi réellement. Parce qu'une crise qu'on ne se le permette pas, c'est le peuple qui va perdre. Les temps de crise, on ne fait pas du travail. On devra s'atteler à résoudre la crise et là, c'est le temps qui est en train d'être perdu. Donc, le gouvernement, en fait, même s'il est asymétrique, mais ce n'est que de bon droit, ce n'est que justice qui est faite quand le CACH a 23 et que le FCC a 42. Visite du chef de l'État en Belgique. Le chef de l'État avait déjà visité d'autres pays. Il était aux États-Unis, il a été en Namibie, il a été en Afrique du Sud, il était en Angola, il était dans beaucoup d'autres pays. Mais pourquoi tant de médiatisation en ce qui concerne la visite du chef de l'État en Belgique? On connaît l'importance de la Belgique par rapport au Congo, en fait. Et avant de parler de ça, il faudra qu'on plante le décor, qu'on voie ce qui se passe dans le pays, comment les choses ont évolué et à partir d'où les choses ont commencé. En fait, ici, je voudrais ramener les gens à Genève. À Genève, là où les partis d'opposition s'étaient réunis pour choisir un candidat qui devait le représenter, leur cheval de bataille aux élections présidentielles. Et c'était une messe primacourienne qui se faisait là-bas. Heureusement, je crois beaucoup à la divine providence, Félix s'est ravisé pour sortir de cette histoire, de cette rencontre primacourienne. Parce qu'en fait, s'il était resté et qu'il avait mobilisé les forces, ce sont donc quelqu'un de l'opposition qui serait sorti de cette rencontre de Genève. Et qui veut dire, sorti de la rencontre de Genève, ça veut dire, vous avez été fabriqué par les Occidentaux. Et le malheur de tout le temps du Congo, c'est d'avoir des dirigeants qui nous sont imposés de l'extérieur. Vous avez vu de quelle manière ils sont déchaînés lorsque c'est Félix qui a gagné les élections, qui a obtenu le suffrage du peuple.
Ici, je voudrais faire une parenthèse. En 1960, nous avons élu Lumumba. Nous lui avons donné la majorité. Mais eux nous ont imposé Mobutu. Dans les années 97, quand ils sont fatigués de Mobutu, ils vont mettre sur le chemin un homme qu'ils vont équiper, à qui ils vont donner des armes de munitions, les moyens de télécommunication, qui va conquérir le pays dans un an et chasser Mobutu du pouvoir. Donc, un homme à eux qu'ils ont trouvé, qu'ils ont cherché, qu'ils ont lancé dans la bataille pour chasser Mobutu. Et quand cet homme arrive, quand il se ravise, qu'il a été floué parce qu'il a signé des accords, tout le monde connaît les accords de l'Émirat, qui devaient libérer 300 km de la frontière, en cédant nos territoires aux 3 pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Quand il se ravise de tout ça, d'ailleurs quand il arrive à Kinshasa, il est encerclé par ces gens qui ne veulent pas qu'il soit en contact avec ce frère. Vous connaissez bien la réaction de Tim Tshisekedi à cette époque, à ce propos. Et alors, lorsque il se ravise, il commence à vouloir réorganiser le pays dans le sens de l'intérêt du peuple. On lui tire dans la tête. On l'élimine. Quand on l'a éliminé, on va prendre Joseph Kabila. On nous l'impose. On nous impose Joseph Kabila par les mêmes Occidentaux. Et Joseph Kabila, on sait, l'UDPS va s'opposer au référendum, va appeler au boycott du référendum de 2006. Et il va boycotter les élections. On connaît dans quelles conditions Joseph Kabila, est-ce que c'est lui qui avait gagné les élections? Eh bien, on en sait quelque chose. 2011 et avec des élections ratées, manquées, avec les rendez-vous manqués, avec l'histoire, avec des problèmes que Joseph Kabila a eu avec ce parrain qui l'ont soutenu hier, ce gens ne jure que par sa tête. Et qu'est-ce qui se produit en ce moment-là? Les Occidentaux veulent voir Kabila jeté en pâture. Quand Félix arrive aux affaires, parce que ce n'était pas un homme téléguidé par eux, vous avez vu de quelle manière ils se sont acharnés contre lui. On a vu même un ministre belge des Affaires étrangères qui dit, voilà, d'ailleurs cet homme-là, il est de la tribu qui est haïe au Congo. Mais un Belge qui va s'ingérer dans nos histoires pour parler de la tribu qui est haïe au Congo, on n'arrivait pas à comprendre ce que c'est. Tout simplement, c'est la colère de voir à la tête du pays un fils du pays qui a été plébiscité, qui a reçu le suffrage du peuple, le mandat du peuple. Alors, en ce moment-là, les relations entre la Belgique et le Congo sont au plus bas. Or, la Belgique, c'est un partenaire important dans nos relations. C'est ainsi que le voyage du chef de l'État en Belgique méritait d'être aussi médiatisé qu'il a été. Le chef de l'État est arrivé en Belgique, il a signé beaucoup de mémos avec le Belge et il en résulte une polémique qui n'a pas sa raison d'être, comme quoi les rapports ou les accords de coopération militaire entre la Belgique et le Congo n'ont pas été signés parce que le ministre congolais de la Défense n'a pas été de la partie dans le voyage du chef de l'État. Ils vont plus loin jusqu'à dire, s'il n'a pas été de voyage, c'est parce que Kabila a refusé qu'il aille. Parce qu'il risquerait d'aller signer ces accords. Mais enfin, je crois que là, ça démontre que les gens ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Lorsque le chef de l'État envisage un voyage, ce n'est pas un ministre qui vient, qui dit, voilà, moi je vais voyager, je vais faire partie du voyage du chef de l'État. Non. C'est le chef de l'État qui désigne le ministre qui feront partie de son voyage. Parce qu'il connaît les problèmes qu'ils vont aller régler à l'étranger. Et même les problèmes qui ont été communiqués sur la voie diplomatique avec le pays
avec lesquels on va régler, on va chercher à trouver un certain nombre d'accords. Et alors, parce que c'est le chef de l'État qui désigne le ministre qui doit partir, je présume que c'est le chef de l'État qui n'a pas désigné le ministre de la Défense, parce que ce n'est pas important nécessairement qu'il parte. Regardez, le chef de l'État est garant de tous les traités et les accords internationaux. Et dans la suite du chef de l'État, vous avez le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un interlocuteur, un intermédiaire de la RDC avec les gouvernements étrangers. Il a été là, il a signé un certain nombre d'accords. Il a signé un accord de coopération commerciale avec la Belgique. Est-ce que le ministre du Commerce était là? Il n'a pas été là. Le ministre des Affaires étrangères l'a fait. C'est très valable. Il a signé un accord dans le cadre de l'École nationale d'administration. Est-ce que le ministre de la fonction publique était là? Non, l'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères. Il a signé quelques protocoles, comme notamment les protocoles dans le cas de l'industrie diamantaire. Et aussi qui a été étendu à d'autres minéraux comme l'or, etc., etc. Est-ce que le ministre de Mines était présent en Belgique? Non. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc, si l'accord de la coopération militaire Congo, Belgo, Congolo-Belge n'a pas été signé, c'est parce que cet accord n'était pas prêt. Et aussi, il y a un autre élément. Le gouvernement belge est démissionnaire. Il y a un gouvernement qui sera en fonction bientôt. Et un accord de coopération militaire, c'est un accord extrêmement important. Et la vérité est qu'aujourd'hui, cet accord est en préparation avec des experts de deux parties. Les experts, ce n'est pas le ministre, ce sont les éléments de l'état-major du Congo, ce sont les éléments des stratèges congolais, ce sont des diplomates congolais qui sont en train de peaufiner les rapports de coopération et il sera signé. Donc, vous voyez combien il y a de gens qui situent le mensonge, si vous voulez bien la vérité au mensonge, qui croient que la démocratie, c'est dire du n'importe quoi, dire des choses pour, tout simplement parce qu'on veut toujours montrer que le président de la République ne contrôle pas la situation, alors qu'il la contrôle. Donc, après, maintenant, il y a lieu dans tout cela de se poser la question, qui de Kabila et du chef de l'État aujourd'hui a plus besoin de l'autre? Ça paraît banal la question. Et là, j'y réponds en disant que le chef de l'État et Kabila, l'un comme l'autre, sont le verre rempli à moitié. Demi-verre. Alors, comme ce sont les verres remplis à moitié, Kabila a besoin du chef de l'État, tout comme le chef de l'État a besoin de Kabila. Aujourd'hui, la preuve est là, la coalition, les accords de coalition qui ont été signés, ça montre bien que le chef de l'État avait besoin de ces accords parce que Kabila, il gouvernera le pays, il a la majorité, comme je l'ai dit, à l'Assemblée nationale, il a la majorité au Sénat, donc, et quelle majorité absolue? 360 députés sur 500, majorité absolue. Alors, si Kabila gouvernait le pays, le chef de l'État serait un monarque qui règne tout simplement. Donc, il n'a pas part à la gouvernance du pays. Monarque qui règne tout simplement. Or, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des engagements avec le peuple. C'est dans le cadre de ces engagements-là qu'il a déclaré la gratuité de l'enseignement parce que c'était l'une de ses promesses phares de campagne. Donc, si le président de la République n'arrivait pas à trouver un accord de coalition avec Kabila, ce serait vraiment très compliqué qu'il arrive à mettre en exécution ce rapport. C'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle, grâce au génie politique, le chef de l'État, il a pu trouver cet accord-là avec son adversaire d'hier pour qu'il arrive à mettre en place son programme politique. Et d'ailleurs, le programme de gouvernement, c'est un programme qui est inspiré par la vision du chef de l'État. Il y a un comité de contrôle à des séances, à des échéances bien connues,
qui devra suivre de quelle manière s'applique ce programme du gouvernement du chef de l'État. Donc, un programme du gouvernement qui est fait parce que le président est en coalition avec le FCC qui sont majoritaires, qui dominent avec la vie politique. Alors, en ce moment-là, vous allez me dire quoi? Est-ce que Kabila a un pouvoir politique? Moi, je vous dis que oui. Il a un pouvoir politique étant le chef de la majorité. Et ici, je voudrais illustrer avec un exemple. Dans la décennie 80, le RPR de Jacques Chirac gagne les élections en France. Jacques Chirac désigne Balladur pour être Premier ministre de la majorité. Lui se réserve pour les élections présidentielles. Alors en ce moment-là, vous allez me dire que Jacques Chirac n'a pas de pouvoir, mais il a le pouvoir parce que le gouvernement qui est mis en place, c'est son gouvernement, c'est le gouvernement du RPR, c'est le gouvernement de la droite, et il a toujours un mot à dire là-dessus. De la même manière, Kabila avec sa majorité, avec ses hommes, il y a des concertations, il y a des directives qu'il va leur donner, eh bien, il a le pouvoir politique, il l'exerce. Mais est-ce que c'est pour autant dire qu'il est le chef de l'État? Non, pas du tout. Kabila n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, donc, Kabila, aujourd'hui, il a besoin du président de la République. Donc, l'un et l'autre, j'ai montré comment le chef de l'État a besoin de Kabila, parce que c'est grâce à la coalition de Kabila que le chef de l'État peut jouer le rôle de gouverner le pays. Alors, Kabila, il a fait une gestion calamiteuse de 18 ans. 18 ans de pouvoir, gestion calamiteuse. Non-respect des droits de l'homme. Et pas de liberté d'expression. Il y a des journalistes qui sont morts. Il y a des hommes et des femmes qui sont tués. Il y a des manifestations au cours desquelles plus de 50 personnes étaient tuées. Donc Kabila a énormément d'ennemis de l'intérieur. Mais aussi, il a des ennemis de l'extérieur, ceux qui étaient ses alliés, ceux qui l'ont placé au pouvoir, qui estiment qu'il ne les a pas servis comme il l'aurait souhaité. Alors, qu'est-ce qui reste à Kabila? C'est la protection. Ah oui, qu'on se dise les choses par le mot. Leur mot, convenablement. Kabila a besoin de la protection, a besoin d'être en paix avec le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui en a fait un allié, qui dit toujours qu'il ne voudrait pas les fouiner dans les histoires. Il a beaucoup de problèmes à faire dont les Congolais voudraient le voir accomplir, dont ils ne voudraient pas les fouiner dans tout ce passé nébuleux de Kabila qui le fragilise et ses adversaires n'attendent que le voir demain jeté en pâture. Est-ce que Kabila peut faire en sorte que la coalition fonctionne bien jusqu'à la fin? Il est tenu à le faire. Il est de son intérêt de le faire. Alors, le combat que le chef de l'État aujourd'hui doit mener, en fait, c'est un combat économique. C'est le combat de vie de tous les États, de survie de tous les États, combat économique. Et ces combats économiques, il y a des États qui utilisent la ruse, il y a des États qui sont en train d'instrumentaliser les droits pour que tout aille en leur faveur. Et regardez un peu les accords de libre-échange qui sont signés. En quoi ça profite à nos États? C'est la raison pour laquelle, dans le langage du chef de l'État, il parle tout le temps de la coopération gagnant-gagnant. Quelqu'un qui serait issu de la messe primacourienne de Genève ne peut pas tenir ce langage-là. Il suffit qu'il dise ça pour qu'on lui rappelle à l'ordre. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que ce sont les gens qui l'ont placé au pouvoir, qui veulent voir leurs intérêts servis, alors ils ne toléreraient pas n'importe quel langage de la part de l'homme qu'ils ont mis au pouvoir. Ce sont eux qui ont fait de lui le chef, le roi. Alors, le chef de l'État, il parle de ce langage qui est très clair. C'est vraiment un combat qui demande l'agressivité, qui demande le dynamisme extrême pour qu'il soit gagné. Aujourd'hui, les accords de libre-échange, nous les signons avec des pays, la France, la Belgique et d'autres pays du monde, mais qu'est-ce que nous exportons vers chez eux? Donc, ces contrats de libre-échange ne profitent qu'à ce pays-là, parce que les entreprises qui sont chez nous sont des entreprises dirigées par ces étrangers
qui appartiennent à ces étrangers. Donc ce sont eux qui profitent des accords de libre-échange que nous avons signés avec ces États. Alors nous devions faire beaucoup d'attention et être aussi agressifs sur ce terrain-là. Mais le chef de l'État est sur la bonne voie parce qu'il le dit sans embâche, très clairement, devant tout ce pays avec lequel il est dans les accords. Alors, il dit même que lui, en fait, ça ne sera pas, les relations avec la Belgique ne seront pas tumultueuses comme nous les avons connues dans les années antérieures. Alors, mais ici, il faudra conclure en vous disant que le médiocre doit se taire. Le médiocre doit absolument se taire. Quand ils n'ont pas d'idée pour bien critiquer, quand ils n'ont pas d'idée pour proposer des solutions aux problèmes du pays, ils doivent tout simplement se taire. Ils veulent parler du tribalisme. Mais je crois que c'est manquer ce qu'il faut dire. Le tribalisme dans ce pays, on nous l'a appris de la manière la plus patente. Nous avons eu la DSP dans ce pays, division spéciale présidentielle, dirigée par une tribu. Nous avons eu la garde présidentielle, garde civile, dirigée par une tribu, par une province, SARM dirigé par une province, BCRS dirigé par une province, SNIP dirigé par une province, ANI dirigé par une province, FIS. Alors de quel tribalisme vont-ils parler aujourd'hui? Et c'est vraiment malheureux. La corruption, en fait, quand ils veulent en parler, mais dans ce pays, on nous a appris très clairement que voler n'est pas un défaut, voler n'est pas une faute, n'est pas une infraction. Quand la plus haute autorité de l'État se met debout, il dit excusez-moi mon lingala, je ne connais pas le lingala, Kozwa Made sur Abana, donc ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais que ça, plutôt que d'aller voler beaucoup d'argent. Et qu'on nous dise combien de ce politicien qui s'était affairé à voler, à jouer avec la caisse de l'État, combien ont été indiqués la route de la prison, combien? Ce sont ces régimes-là qui nous ont montré réellement que la corruption était quelque chose de tolérable. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi fait tout, il a même promis un office, un organisme qui devra s'occuper de la corruption. Donc, nous avons besoin des propositions très positives qui aident le pays à sortir de son état, qui aident le pays à se reconstruire et aller de l'avant, à être un pays compétitif dans les concerts de nations. Et il y a aussi un problème, c'est l'injure. Non, c'était invraisemblable, c'était incroyable qu'il y a des gens qui passent la longueur de journée qu'à injurier des gens, à injurier le chef de l'État. Et le chef de l'État a dit, écoutez, on n'arrêtera personne dans ce pays parce qu'il a insulté le chef de l'État. Ceux qui perdent le temps à l'extérieur, sans travail, sans quoi que ce soit, qui rentrent au pays, ils vont manifester comme ils veulent. Ils vont dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas seulement en Belgique où ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'ils viennent ici, s'ils veulent être la voie de l'alternance demain, qu'ils viennent au pays, qu'ils se battent au pays pour pouvoir faire apprécier leur programme, n'est-ce pas, par le peuple, et de sorte que demain, ils puissent accéder au pouvoir. Si on privilégie la voie de l'insulte, qu'est-ce qu'on espère des autres? L'insulte appelle l'insulte. Bien sûr, la haine appelle la haine. Aujourd'hui, les chefs de l'État qu'on a injuriés, c'est parce que tout simplement, on l'assimile à une ethnie, à une tribu, à l'ethnie kassaïenne. C'est pour cela qu'on insulte. S'il était un chef de l'État, peut-être d'ailleurs, et les gens bien éduqués, des gens qui ont des bonnes manières, est-ce qu'on peut subir l'injure pour régler des problèmes? Pour enlever ses frustrations? L'injure envers le chef de l'État, nous n'allons pas les tolérer. Le chef de l'État peut le tolérer, mais nous, on ne va pas les tolérer. C'est ainsi qu'il y a des Kassaïens qui se mettent debout, qui répliquent à ces injures. Et on dit, non, voilà, comment les Kassaïens, mais non, ils répliquent à l'injure. On ne peut répondre à l'injure que par l'injure. Bien sûr, ils prennent leur niveau, les niveaux de ce genre, parce qu'ils ont les niveaux très bas des gens qui insultent.
ils prennent aussi leur niveau, ils se rabaissent à leur niveau pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions comme réflexion aujourd'hui sur les questions de notre pays. Et nous vous promettons que la prochaine fois, quand il y a des événements importants, nous nous donnerons le rendez-vous et la peine de venir discuter et réfléchir avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Bye.